Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne une chaîne de télévision? Vous avez sûrement déjà vu des images de régie et de plateau, mais est-ce que vous avez déjà compris comment tous les postes sont mis ensemble pour nous proposer leur programme à la télé? Et aujourd'hui c'était donc mon premier jour de stage chez France 3 Côte d'Azur avec leur journal qui s'appelle Ici. Et c'est alors là que j'ai pu voir à quel point le JT est bien sûr très bien réglé. Ça ne fait exception de nulle part, il y a toujours des règles à suivre scrupuleusement. Et maintenant que j'ai fini mon passage là-bas et que je sais assez bien comment ça marche, on va justement discuter de tout ça en vous expliquant comment fonctionne une chaîne dans laquelle j'ai fait un petit stage. Et cette chaîne n'est pas n'importe laquelle, elle est la seule chaîne de la TNT à proposer un programme national et local. Et cette chaîne, vous la connaissez déjà, parce que j'ai déjà dit son nom, c'est France 3. Je vous emmène donc dans cet épisode de Fan de télé spécial dans les locaux de France 3 Côte d'Azur pour vous montrer comment cette grande chaîne avec des maillons bien soudés fonctionne au quotidien. C'est parti. Avant de vous parler de France 3 Côte d'Azur, il est important de poser les bases. France 3 est une chaîne du service public, donc financée par l'État français. Et c'est une chaîne pouvant proposer divers programmes, des documentaires, des magazines, voire même des jeux. Cette chaîne a une particularité que je vous expliquais dans l'intro, c'est qu'elle a un programme national et local. Le programme national est évidemment géré depuis la capitale, mais du coup pour son programme local, la chaîne se divise en régions. Il y en a absolument partout en France, et celle qui va nous intéresser aujourd'hui est celle du sud-est de la France, celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus particulièrement celle de la Côte d'Azur. Chaque local a son fonctionnement qui lui est quasiment propre, comme par exemple au niveau de la technique qui peut différer d'une station à l'autre. Néanmoins, bien sûr, les règles et chartes à suivre sont nationales. L'intérêt d'avoir des locales est de proposer un programme adapté à chaque région et ainsi créer de la proximité. Et ça ne marche pas qu'avec les programmes puisque la publicité diffère aussi selon les régions. Pour vous faire le petit historique, au tout départ, le troisième canal de la télévision était celui de l'ORTF. Puis par la suite, c'est devenu FR3 pour France Région 3 après l'éclatement de l'ORTF demandé par l'État français en 1975. FR3, pour vous faire simple, c'est l'ancêtre parfait de France 3 puisque les programmes étaient similaires et l'aspect local de la chaîne était déjà présent. Et pour l'anecdote, la locale de la Côte d'Azur était dans les premières à avoir été créée. Ensuite, en 1989, Antenne 2, l'ancien France 2 et FR3 ont été placés sous présidence commune, ce qui veut dire que les deux chaînes étaient désormais sous la même direction. Et là, vous le voyez venir, c'est ainsi qu'une toute première forme de France Télévisions se créait, et elle aboutira en 1992 lorsque le groupe France Télévisions a officiellement été créé, et que les chaînes Antenne 2 et FR3 sont enfin devenues France 2 et France 3. Voilà, ça c'était pour les bases. Maintenant que vous connaissez le contexte de France 3, on va pouvoir vous expliquer comment fonctionne la locale en commençant d'abord par expliquer quelques termes techniques. Pour comprendre le fonctionnement de la chaîne, je dois donc vous expliquer quelques métiers qui sont à l'honneur et quels sont les termes associés. Les différents maillons de la télévision expliqués, ça va être un peu long. C'est parti. Allons dans l'ordre chronologique de la journée. Les JRI, qui sont des journalistes reporters d'images. En gros, c'est simplement les journalistes qui partent créer leur reportage. Le rédacteur en chef fait le tour des sujets du jour pour le journal et il donne un sujet au JRI qui se charge d'aller sur les lieux pour filmer des images, interviewer des gens si besoin et écrire sa voix off pour l'enregistrer juste après. La plupart du temps, ces JRI sont accompagnés d'un OPV, un opérateur de prise de vue. Pour faire simple, c'est le cadreur qui est chargé de filmer le reportage en trouvant les meilleurs angles, les éléments qui lui semblent le plus importants à capter. Il est dirigé par le JRI qui peut lui donner les directions à suivre. L'OPV peut aussi être sur un plateau dans le cadre d'une émission, comme par exemple Dimanche en politique. Il y a un OPV qui est chargé de faire des plans en mouvement. Il y a un truc qui va avec l'OPV, c'est le post-OPV. Les caméras sur le plateau ne sont pas maniables sur elles directement, elles sont pilotées à distance. Par contre, il y en a quelques-unes sur le plateau qui ne sont pas maniables à distance, celles qui font les plans larges, mais l'essentiel est piloté depuis le poste OPV, avec une console pleine de boutons qui permet de bouger la caméra, de faire le point et de sauvegarder des mémoires ou des presets, qui sont des configurations. Par exemple, on place la caméra d'une certaine façon, on met en mémoire cette configuration, et en appuyant sur un seul bouton, la caméra se remet dans cette configuration. Un exemple de caméra pilotée à distance parmi tant d'autres est la caméra des invités, ou même celle du présentateur, qui est derrière la vitre du prompteur. Rapide anecdote sur un OPV, Lionel, qui a décidé que les caméras pilotées à distance, qui sont d'ailleurs de la marque Panasonic, devaient être toutes retournées si elles n'étaient pas utilisées. C'est pratique pour les fondre dans le décor vu qu'elles sont blanches et que le décor l'est aussi. C'est un truc propre à la Côte d'Azur, la plupart des autres locales n'appliquent pas ce principe. Jill, aussi opératrice de prise de vue, a répondu à quelques questions au sujet de ce métier. Je suis maintenant en compagnie de Jill, qui est cette fois-ci OPV. Donc quel est exactement votre rôle avec cette machine-là ?
Eh bien ici donc je suis opératrice de prise de vue, donc je contrôle en fait toutes les caméras sur le JT de France 3 ici. Nous pouvons voir donc un contrôleur de caméra automatique qui va me permettre de contrôler chaque caméra du JT dont je suis responsable. Donc je suis responsable du cadrage qui doit être exactement comme dans la charte du JT de France 3 et aussi de la netteté de l'image. Voilà. Je suis en relation avec la régie, avec mon petit casque qui est ici, et on me donne des ordres suivant ce qui se passe en plateau, etc. Et moi, je suis en charge uniquement de ce qui se passe en plateau. Voilà. Donc j'aide également les animateurs et les présentateurs lorsqu'ils ont des problèmes, etc. Et donc voilà, je contrôle que les caméras, chacun à son poste. Pour revenir au reportage, il peut arriver qu'il y ait des duplex. Je l'explique, mais je pense que vous connaissez déjà, c'est quand le journaliste ou un invité parle d'un sujet en direct, souvent en répondant aux questions du présentateur. On entre dans le bâtiment de France 3 et on parle des postes qu'il y a à l'intérieur. On connaît donc le poste OPV que je viens de vous expliquer, qui est à côté du plateau, et juste à côté de ce poste, il y a le poste éclairagiste, occupé lors de ma venue par le chef de plateau qui était aussi chef éclairagiste. Bon, c'est dans le nom, mais le poste éclairagiste, c'est celui du technicien qui s'occupe des lumières. Il a une charte graphique nationale à respecter puisque le plateau est quand même vachement blanc et bleu dans le cadre du journal, mais au-delà de ça, il est chargé de bien éclairer le visage du présentateur et des invités, ce qui n'est pas toujours facile. L'enjeu principal est d'adapter la lumière à la couleur de peau par exemple. Et là aussi, sur ce poste, il y a des mémoires sur la console. Didier, qui occupe ce poste, m'en a dit un peu plus en vidéo. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous mettez en valeur avec l'éclairage en général sur un JT. Avant tout, on essaie de mettre en valeur les gens qui sont sur le plateau, c'est-à-dire les présentateurs, les journalistes, mais aussi les invités. Donc on les met en valeur par l'intermédiaire de différents types de projecteurs et on les met en valeur dans un contexte particulier qui est une charte image qui est imposée par la société, par France 3, avec les moyens dont on dispose ici, qui sont, par exemple, sur ce plateau, 9 caméras. Cette console, c'est donc une console qu'on appelle numérique. Donc, elle permet de faire des mémoires de différentes possibilités d'éclairage. Donc, ici, on considère qu'on a, par exemple, un présentateur dans un journal simple et un invité, un chroniqueur, par exemple. Donc, on a des places qui sont dédiées pour ces personnes-là. Et donc, moi, mon rôle, c'est de les éclairer de manière à ce que l'opérateur de prise de vue qui est ici puisse avoir un rendu image homogène sur toutes les caméras. Et moi, mon rôle, c'est simplement de mettre en lumière ça, de manière à ce que les gens soient éclairés à peu près de manière homogène sur les différents plans qui peuvent être utilisés. Je lui souhaite d'ailleurs à travers cette vidéo une très bonne retraite, étant donné que j'ai participé à ces quelques derniers jours au travail. On part un peu plus loin dans le bâtiment sur le poste de diffusion, très rarement utilisé puisqu'il est rentabilisé pendant les événements. Par exemple, le 14 février 2025 se tenait le Tour de la Provence et pendant ce genre d'événement, un technicien est assigné à ce poste pour s'occuper du bon déroulement de l'événement, mais surtout, il s'occupe de lancer la diffusion locale et de l'arrêter. On reparlera de cet événement un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Le poste juste à côté, c'est le poste des échanges, comme son nom l'indique. C'est là qu'on échange, mais avec qui? Avec Marseille, essentiellement. Comme je vous l'expliquerai plus en détail dans quelques minutes, c'est Marseille qui fait la direction de France 3 Côte d'Azur. Et c'est donc depuis ce poste que la communication s'établit pour diverses choses. Ça peut être demander où en est la création d'un programme ou pour des soucis d'émission, par exemple. À ce poste, on s'occupe de bien s'assurer que les programmes locaux sont reçus, chargés dans la playlist de diffusion et prêts à être diffusés. Petite anecdote comme ça, il est plusieurs fois arrivé que la météo reçue soit la mauvaise, genre celle de la veille ou voire même pire, celle de l'année dernière. Et c'est là que le technicien aux échanges est très important, c'est lui qui vérifie que tout soit bon. Mais c'est pas son seul rôle, juste à côté de lui, il y a une console de réglage caméra, et oui, c'est depuis ce poste qu'on gère les paramètres des caméras sur le plateau, la colorimétrie, l'ouverture du diaphragme, la matrice des couleurs et un tas d'autres trucs. Il doit bien unifier les couleurs de toutes les caméras pour avoir un rendu similaire sur chaque image. Dans la pièce juste à côté, il y a le poste serveur et infographie, depuis lequel le technicien serveur s'occupe de créer les illustrations du journal. Ces illustrations, créées sur Photoshop ou After Effects suivant si c'est animé ou pas, à partir de modèles nationaux, finissent en général soit à l'écran dans un format 1/3 qui ressemble à ça, soit les écrans derrière le présentateur. D'ailleurs, j'en parlais un petit peu sur place de ces écrans qu'on appelle la fresque. Et bien sûr, on n'oublie pas la grande fresque qui est là pour illustrer les propos du journaliste pendant la présentation avec les titres de l'actu qui apparaissent juste là. Dans les deux cas, ces illustrations appuient les propos du présentateur et sont essentielles au journal, puisque souvent on y affiche des chiffres ou des graphiques. Bref, le technicien ne s'occupe pas que de ça, mais aussi des serveurs, comme je vous le disais dans le nom. Les serveurs, c'est ce qui sert de playlist pour charger les vidéos à diffuser, les programmes donc. C'est géré depuis un logiciel propriétaire de France Télévisions et ils sont au nombre de 4, le serveur A, B, C et D. D'ailleurs, pour l'anecdote, François est récemment passé sur un nouveau logiciel qui s'appelle Open Media, logiciel qui sert pour quasiment tous les domaines de l'exploitation.
Bon, pour revenir au serveur, lorsque le programme local est lancé, chaque vidéo, les programmes courts, les pubs, jingles, partenaires et autres sont chargés sur le serveur A, et le technicien active une option pour faire en sorte que tout se joue automatiquement comme une playlist, et ce, jusqu'au journal. Lors du journal, les reportages sont chargés une fois sur deux sur le serveur A et B, une fois sur le A, ensuite sur le B, ensuite le A, et ainsi de suite. Mais du coup, à quoi servent les serveurs C et D? Le C est un serveur de secours sur lequel le programme local est chargé comme sur le A avant le journal, et il se lance tout seul, contrairement au A qui est lancé par le technicien. Mais du coup, y a rien qui change. Non, effectivement, mais ce serveur sert de secours au cas où le A lâche. Et le serveur D alors? Je me parle un peu trop à moi-même, hein. Le serveur D est un serveur qui sert purement de secours sur lequel rien n'est chargé, mais on peut y charger ce qu'on veut si vraiment c'est nécessaire. Allez, on part encore une fois une pièce plus loin, juste après les ingé-sons qui s'occupent de bien traiter chaque voix et autres sons à l'antenne, il y a la régie. Et cette régie est composée de plusieurs postes. Le plus gros, qui est dans le nom, c'est la régie. Un terme technique qu'on utilise, c'est le mélangeur. C'est ça là, la grosse table avec tout plein de boutons. Le mélangeur, c'est la grosse console de 200 000 € qui reçoit absolument toutes les sources vidéo que la station reçoit. Les flux distants, les caméras plateau, les serveurs, bref, absolument tout va là-dedans, et c'est le technicien au mélangeur qui est chargé de faire ce que l'on appelle dans les crédits la mise à l'image. En gros, c'est lui qui change les sources suivant le programme. Et dans le cas de Dimanche en politique, l'émission qui met en avant des débats politiques locaux, il y a un réalisateur qui fait lui-même la régie. Avec le mélangeur, on peut faire tout un tas de trucs, des incrustations, des animations, des overlays, à peu près tout en fait. C'est limite un logiciel de montage. Il y a même la possibilité de faire des transitions personnalisées et de doser leur vitesse avec cette petite poignée qui sert par défaut à faire un fondu entre deux sources. Et enfin, pour finir, à gauche du mélangeur se trouve le poste du script. C'est la personne qui est à ce poste qui gère une source vidéo qu'on appelle le ROS. Vous connaissez peut-être les deux formats photo et vidéo les plus connus qui permettent d'avoir de la transparence, des couches alpha. Le PNG, le plus connu pour l'image, et le MOV en vidéo. Et le ROS, c'est une source vidéo qui s'occupe de jouer tout ce qui est transparent et animé. Je précise bien animé puisque tout ce qui est image n'est pas pris en charge. Ainsi, c'est aussi depuis le ROS que le script lance le générique d'ouverture du journal, vu que c'est une vidéo qui a de la transparence. Et du coup, comme je vous le disais à propos des sources, le mélangeur contrôle tout. Et vu que le ROS est une source transparente, elle est toujours active durant le journal par-dessus les autres sources. Pour vous donner d'autres exemples de ce qui est diffusé par le ROS, il y a les bandeaux dans les coins de l'écran qu'on appelle les cartouches. Idem pour les noms des présentateurs au début des émissions, les titres des actus dans le sommaire et pour les crédits de fin de reportage et du journal. Pour revenir un peu sur le rôle du script, c'est évidemment pas que ça, mais c'est aussi le script qui donne le décompte et le top pour lancer tous les médias. Par exemple, pour lancer un reportage, des images ou quoi que ce soit pendant le journal. En revanche, pour la prise d'antenne ou l'arrêt de la diffusion locale, c'est le chef de régie qui donne le décompte. Bon, ça fait déjà un bon paquet d'informations, on est probablement à plus de 15 minutes de vidéo, mais on n'a pas encore fini puisque là on va attaquer le concret, à savoir ce que propose une locale de France 3. Les programmes locaux, vous l'aurez compris, ce n'est pas les mêmes suivant les régions. L'élément maître d'une locale, c'est le journal, qui a une partie locale pendant laquelle on parle des informations de proximité, et une partie nationale et internationale pendant laquelle, on parle des actus nationales et internationales. En plus de ce journal, c'est pas tout, il y a d'autres programmes et vu qu'aujourd'hui on parle de la Côte d'Azur, voici des exemples d'émissions propres au sud-est français. On a Vaki, un magazine bien ancré sur les coutumes et langues locales comme par exemple à Nice, des événements sportifs comme le Tour de la Provence dont on parlera plus tard, ou encore Parlez-vous le Sud, un programme humoristique qui nous apprend des expressions du Sud. Ces programmes ne sont pas tous gérés par France 3 Côte d'Azur. Et pour mieux comprendre ce que je vais vous dire, je vais vous expliquer comment fonctionne le schéma des locales de France 3. Déjà, il faut savoir que depuis 2023, on ne parle plus de France 3, suivi du nom de la région ou du département, mais de ICI, qui est le nouveau nom d'usage de la chaîne qui est utilisé lors des programmes locaux. Et pour revenir sur le fonctionnement de chaque local, voici comment ça marche. Il y a des chaînes locales de France 3 pour plusieurs départements en France. Par exemple, du côté de Limoges, il y a France 3 Limousin, qui diffuse en Corrèze, dans la Creuse et en Haute-Vienne. 3 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Mais dans cette région, il n'y a pas que France 3 Limousin, il y a aussi France 3 Aquitaine et France 3 Poitou-Charentes qui couvrent une autre partie de cette même région. Chaque chaîne entre guillemets départementale, même si vous avez compris du coup que plusieurs départements sont couverts, fait donc partie d'une région. En l'occurrence, France 3 Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est en général dans la capitale de la région, dans ce cas-là, Bordeaux. En gros, si vous avez pas tout compris, pour simplifier, il y a d'abord le national, géré depuis France 3 Paris-Île-de-France, qui est aussi là où sont prises les décisions pour toutes les locales. Ensuite, il y a les régionales qui prennent la direction de chaque antenne de la région. En général, le siège se situe donc dans les capitales régionales. Celle qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est à Marseille. Et pour finir, après les régionales, il y a ce que j'appellerais les départementales, qui sont des antennes qui diffusent sur une partie de la région. En Côte d'Azur, la départementale est à Antibes et diffuse dans les Alpes-Maritimes et sur un morceau du Var.
J'espère que vous avez tout compris puisqu'on va maintenant enchaîner sur le fonctionnement des programmes. Les programmes de Côte d'Azur sont tous gérés et créés à Marseille, la direction régionale du coup. Et ces programmes-là, ça peut être des exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, ou bien des documentaires ou d'autres choses. Il peut arriver bien sûr que chaque départemental travaille ensemble avec l'aide de la régionale. Mais la plupart du temps, c'est la régionale qui fournit l'essentiel des programmes, surtout quotidiennement avec un programme que je n'ai pas encore évoqué, la météo locale. Pour le coup, c'est commun à toutes les autres régions en France. C'est la régionale, la direction, qui crée les météos pour toutes les départementales de la région. Les météos, il y en a deux chaque jour, la première pour la première moitié de la journée, et la deuxième pour la fin de journée. Et elles sont toujours diffusées avant le journal. Je vous disais aussi que la publicité était locale lors des créneaux locaux, et cette publicité est également gérée par la direction. C'est elle qui se charge de traiter les demandes de chaque département, puis de créer les pages de publicité, et ainsi les envoyer à chaque départemental qui les diffusera pendant les créneaux locaux. Contrairement à la météo qui est toujours faite le jour même et reçue quelques heures avant la diffusion, les pages de pub sont souvent prêtes 2 jours avant la diffusion, voire plus. Et avant de parler du journal, on va évoquer un dernier type de programme qui n'est pas géré depuis la Côte d'Azur, les événements en direct. Pour servir d'exemple, je vais vous parler du Tour de la Provence, du cyclisme. Le 14 février 2025, en plus de la merveilleuse Saint-Valentin, se tenait une étape de cet événement. Et cet événement n'est pas diffusé depuis la locale de Marseille, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les cyclistes font donc leur course, qui est donc filmée par des caméramans postés à plusieurs endroits, certains sur une moto et sont sur la route à côté des cyclistes, d'autres sont à l'arrière d'une camionnette pour filmer face aux cyclistes, et d'autres sont dans un hélicoptère pour filmer de haut. Tous les flux de chaque caméra seront transmis à un récepteur dans un hélicoptère, qui lui renvoie tout à un avion qui est encore plus haut dans le ciel. Et cet avion, qui a une très grande portée, peut renvoyer les flux reçus à un car régie, qui lui s'occupe donc du multicam et de gérer tout ce qui est affiché à l'écran, la mise à l'image, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce car régie retransmet tout ce qu'il diffuse à France 3 Côte d'Azur, qui fait office de régie finale et qui, elle, s'occupe de diffuser le programme sur les télévisions locales. Et étant donné que le programme c'est le Tour de la Provence, c'est un programme censé être accessible sur tout le sud de la région, et ainsi évidemment sur les télévisions du Bouches-du-Rhône, à savoir Marseille, sans oublier le Var qui bien sûr doit aussi recevoir l'événement. Et pour ça, Marseille récupère le flux de Côte d'Azur et le renvoie sur les télévisions locales. Une histoire bien compliquée mais qui pourtant dans les faits ne prend que quelques secondes pour être retransmis en direct, comme quoi c'est pas loin de l'instantané. Allez, avant de parler du programme le plus important de chaque local de France 3, le centre des activités à savoir le journal, on va parler de la prise d'antenne et des programmes locaux plus précisément. Nous y voilà, le moment fatidique de la journée, aux environs de 12h05 ou de 18h55 le soir, toutes les locales ont l'autorisation de prendre l'antenne. Le programme local, lui, commence à 12h07 ou à 18h58. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe? Dès qu'il est possible de prendre l'antenne, le technicien au mélangeur prend l'antenne. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les télévisions locales ne voient plus le flux de France 3 Paris, mais le flux de France 3 local. Dans notre cas ici, c'est Côte d'Azur. Mais en attendant l'heure du programme local, celui qui est appelé communément le régisseur met à l'antenne le programme national, et c'est seulement à l'heure prévue qu'il passe sur le serveur A, sur lequel sont chargés tous les programmes à diffuser. Le programme local commence donc par un jingle pub qui fait suite à une boucle d'une dizaine de secondes diffusée par le national. C'est pendant cette boucle qu'il faut lancer le programme local. Après le jingle, c'est souvent la page de pub qui fait environ 4 ou 5 minutes. Suite à cela, c'est un programme court. Le midi, c'est souvent la minute de Papy Léandri, une émission qui vise à apprendre des choses en 1 ou 2 minutes. Et le soir, c'est souvent Parlez-vous le Sud, une émission qui, comme je le disais au début, nous apprend des expressions du Sud. Et enfin, il y a un journal régional commun à toute la France qui met en avant des actus locales, souvent ailleurs qu'en Île-de-France. Cette édition-là est présentée par Raphaël Tavernier. À la fin de ce journal, c'est la météo locale, et seulement après cette météo, c'est l'heure, ça y est, le journal local peut commencer. Depuis quelques mois, le journal national n'existe plus d'ailleurs, c'est dans les journaux locaux que sont présentées les actualités nationales et internationales. Et donc, après ce journal local, qui a une fin synchronisée avec toutes les autres régions, c'est le raccrochage, on retourne sur les antennes nationales. Vous devriez déjà bien connaître le journal de France 3, le 12-13 à midi, le 19-20 le soir, ça vous connaissez. Les informations télévisées de France 3 sont diffusées quotidiennement par chaque départemental en France, ce qui fait un total identique aux antennes départementales, à savoir 24 journaux différents en France.
Ça fait beaucoup. Partout en France, il y a quelque chose qui, par contre, est identique, c'est le plateau. Vous pouvez regarder n'importe quel journal, partout où vous irez, vous verrez que le décor reste le même. La construction du journal est assez commune à toutes les locales par contre, puisque, évidemment, chaque sujet est construit par différents journalistes, desquels font partie les présentateurs sous la direction d'un rédacteur en chef et de ses adjoints. Dans la liste des présentateurs de Côte d'Azur, on a Jacqueline Pozzi, Hélène Maman, Thibaut Rissmann, Florine Ebba, Laurent Verdi, Caroline Huet et Daniel Garner. Les noms varient assez souvent, surtout en période de vacances, et le soir en Côte d'Azur, il y a une partie niçoise du journal qui, elle aussi, varie selon la période. Rapide anecdote sur l'un des présentateurs, Thibaut Rissmann, c'est le seul présentateur de la locale à ne pas utiliser le prompteur. Il se sert de notes qu'il a sur ses fiches, et c'est celui qui a un style de présentation un peu plus familial que les autres. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, voilà comment se construit un journal. La journée dans les locaux commence très tôt, ça peut être 7 ou 8 heures habituellement pour les journalistes. Dès lors, ils font une sorte de réunion avec le ou la script et sont assignés à certains reportages. Une fois les sujets distribués, les journalistes, qu'on appelle des JRI, vous avez suivi j'espère, partent vers leur lieu de tournage pour filmer son reportage, souvent accompagné d'un OPV. Ils s'équipent chacun de leur matériel, soigneusement trié et rangé, chaque caméra est associée à son trépied avec son micro et son sac. Et c'est parti, en voiture Simone, direction le lieu du reportage. Le JRI, c'est un petit peu comme le réalisateur. Il choisit ce qu'il veut mettre en avant, il choisit les questions pour l'interview, le texte, ce qu'il veut filmer, bref, il dirige son reportage. Il peut arriver qu'il fasse lui-même son montage aussi, mais la plupart du temps, à France 3 Côte d'Azur, ce sont des monteurs qui s'en chargent, mais épaulés par les JRI. Le journal commence à 12h25, le temps est compté. Pour me faire plaisir et régaler tous ceux qui mangent des caméras, on va faire un tour des modèles utilisés à France 3 Côte d'Azur. Il y a plein de modèles utilisés à vrai dire, allant d'un simple téléphone à une grosse caméra en passant par les appareils photo Sony Alpha 7, mais les deux modèles qui sortent du lot sont de la marque Sony. Le modèle souvent utilisé par les JRI et leurs OPV, c'est le PXW X200, une caméra légère qu'on peut porter à la main ou au poignet devant le torse, ou bien sûr avec un trépied. C'est un modèle simple qui permet d'être mobile dans les situations où il faut beaucoup bouger. Parce que oui, pour filmer des images, ça peut être vachement sport. L'avantage de cette caméra est donc sa légèreté, environ 2 kg, et ça va avec, mais l'autonomie est aussi excellente puisqu'on peut approximativement filmer pendant 3 à 4 heures sur batterie. Le petit inconvénient, c'est sa qualité, qui est moins bonne que l'autre modèle dont je vais vous parler, mais à l'œil, ça se remarque pas tant que ça. Mais cela dit, si on veut un bon gros modèle de caméra qui filme avec une super qualité, on peut prendre le grand frère, à savoir le PXW X400, d'une valeur absolument magnifique, de 20 000 €. Cette caméra-là que j'ai portée sur mes épaules 2 jours, pour faire des petits exercices, voilà, je flex un petit peu avec les images. Bref, cette caméra-là est donc le modèle au-dessus de la X200. Et il n'y a pas que le modèle qui est au-dessus, il y a aussi le poids, parce qu'on passe des 2 petits kilos à 8 kilos. C'est beaucoup plus, et c'est pour ça que cette caméra est en général utilisée sur des duplex pour les journalistes ou les invités en direct à l'extérieur des studios, et ce sur trépied. L'avantage de cette caméra, c'est la qualité qui est nettement meilleure, mais évidemment tout ça est au prix de l'autonomie qui est 2 fois moins élevée que celle du X200, puisque sur batterie on peut filmer pendant environ 1 à 2 heures. Mais pour revenir au JRI qui fait son reportage, après avoir tout filmé, il faut évidemment transmettre les rushs vidéo, et ça se fait de 2 façons possibles. Soit on ramène le stockage directement, soit on les transmet à distance en faisant une lecture des plans. Le stockage ne se fait pas avec des cartes SD, mais avec des cartes SXS. Pour la simple et unique raison qu'une carte SD, ça a une vitesse d'écriture qui n'est pas du tout élevée. Cela dit, les cartes SXS ont beau être rapides, le stockage ça coûte bonbon, et en général les cartes utilisées à France 3 ont une capacité de 32 ou 64 Go, alors que nous avec nos cartes SD on a des capacités de 128, 256 ou même 512 Go qui sont abordables. Mais bref, du coup pour ramener la carte SXS au monteur, il faut le temps, ce qu'on n'a pas toujours, donc on peut privilégier la transmission d'images qui s'effectue de la même manière qu'un duplex. Lorsqu'un duplex est fait pendant le journal, on voit en direct ce qu'une caméra transmet, mais il est aussi possible de transmettre les rushs de la caméra, et c'est de ça qu'il s'agit ici. Le JRI appelle la station et leur annonce qu'il faut enregistrer la source sur laquelle il va transmettre ses images, et ainsi le monteur recevra les images plus rapidement. Allez, pour le plaisir, on refait un point technique, comment les journalistes transmettent leurs images. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, quand vous faites des appels avec votre entourage sur Discord ou sur WhatsApp, la qualité vidéo est pourrie alors qu'à la télé, les images reçues depuis l'autre bout du pays sont en bonne qualité? Eh déjà, c'est parce que les réseaux sociaux imposent des limites de connexion, donc ça déjà c'est un mystère élucidé. Mais si on revient à la télé, comment c'est fait? Dans le cas de France 3, ils sont équipés d'accessoires de la marque iVision, qui s'appelle AviWest, et Cocorico, c'est français. L'AviWest, c'est un petit boîtier qu'on branche sur la caméra et qui diffuse grâce à internet ce que la caméra diffuse sur son écran sur une source du studio.
À France 3 Côte d'Azur, la source qui sert de réception pour la vie ouest s'appelle EXT, pour extérieur. Et il y en a plusieurs, au cas où il faille recevoir plusieurs flux. Et comme je vous le disais, la vie ouest fonctionne grâce à Internet, la même 4G qu'on utilise vous et moi. Oui, ils sont pas encore à la 5G, mais ça ne fait que tarder. Et allez, petit jeu, à votre avis, quelle vitesse Internet est nécessaire pour une transmission de bonne qualité? Cherchez pas trop, la bonne réponse c'est 5 mégabits par seconde. C'est pas beaucoup, hein? La clé pour un flux qui fonctionne bien, c'est le délai. Vu qu'il y a un temps de retard en plus pour transmettre la vidéo, la connexion et la fidélité de l'image sont meilleures. Et c'est du coup pour ça que les journalistes mettent 3 secondes à répondre aux questions en général. Quelle va être votre mission ? Alors notre mission première... Mais pour avoir 5 mégabits par seconde en toutes circonstances, il faut un débit stable et solide. Pour ça, les boîtiers Aviwest sont chargés de plusieurs cartes SIM, comme on a nous sur nos téléphones, à différence que là, l'Aviwest est chargé donc de plusieurs cartes SIM qui viennent de différents opérateurs avec plusieurs forfaits internet. La connexion de chaque opérateur est mise en commun pour ne former qu'un seul débit qui est bon et stable. Bon allez, assez parlé cadrage et technique, après que le reportage soit passé au montage, au passage fait sur Avil, avec les claviers prévus pour, vous savez les claviers qui ressemble à ça. Bref, après le montage, la vidéo finale est mise sur un logiciel propriétaire, c'est-à-dire créé spécifiquement pour France Télévisions, qui sert de base de données sur laquelle absolument tous les médias sont mis, que ce soit les rushs des journalistes, les montages, les sons, les enregistrements, bref, absolument tout est là, et ce pour toutes les locales de France 3. Et d'ailleurs, avec ce système-là, il est donc possible d'accéder aux fichiers de toutes les locales de toute la France. Depuis ce logiciel, c'est là que les monteurs récupèrent les rushs à monter, que les infographistes récupèrent des captures d'écran pour faire des illustrations, ou encore c'est avec ce système-là que sont synchronisées les vidéos avec le conducteur de la chaîne. Le conducteur, c'est en gros le déroulé de la journée, c'est un tableur sur lequel sont écrits tous les programmes à diffuser et à quelle heure. Et ce conducteur est accompagné du logiciel qui gère les serveurs. Rappelez-vous, c'est là où on charge les programmes et les reportages. C'est possible lorsqu'on crée la playlist de faire en sorte que les vidéos puissent soit se jouer automatiquement les unes à la suite des autres, ou bien que quelqu'un doive les lancer manuellement. Dans le programme local, avant le journal, les vidéos sont jouées les unes à la suite des autres automatiquement. Et ces vidéos, c'est la météo, les programmes courts, mais surtout la pub. Bon ça y est, on a fait le tour des reportages, comment ils sont faits, tout ça, et maintenant comment se passe le moment fatidique du journal, le direct. Midi 25 et quelques secondes passées, ou bien 19h07 dans le cadre du soir. Le script annonce le décompte avant que le générique du journal ne soit lancé. Pendant ce décompte, la météo est sur le point de se terminer et le technicien au mélangeur s'apprête à changer la source qui est à l'écran. Pendant ce décompte, la météo est sur le point de se terminer et le technicien au mélangeur s'apprête à changer la source qui est à l'écran pour basculer sur la caméra du présentateur sur laquelle le ROS est superposé avec le générique de début chargé. À la fin du décompte et de la météo, le générique est lancé par le script, le mélangeur bascule sur la caméra du présentateur, l'OPV a chargé un mémoire de plan moyen sur le présentateur qui est debout devant le bureau. À la fin de la musique du générique, un bed musical est lancé. En gros, le bed, c'est la musique du générique avec une variation et un volume plus faible. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition pour faire le point sur l'actualité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le générique s'ouvre, le présentateur commence à présenter et du côté du script, il affiche le cartouche avec le nom du présentateur qui lui enchaîne sur le sommaire. À ce moment, le script donne le top en disant top le A ou top le B pour que le technicien serveur lance les images demandées et le script lance en parallèle les cartouches avec les titres des actus. C'est ainsi qu'est fait le sommaire et dans le cas de 19-20, à l'issue du sommaire, le présentateur annonce le journal local de Nice qui lui n'est pas en direct. Il est déjà monté et enregistré sur la base de données. C'est alors que le script donne encore son top au serveur pour lancer le journal de Nice, mais le midi ou bien le soir après la locale de Nice, l'actualité est présentée par la suite. Le présentateur donne le contexte du sujet, souvent accompagné par une fresque, rappelez-vous, c'est l'image qui illustre les propos sur les grands écrans derrière, et c'est aussi le technicien serveur qui lance les images à travers une source que le mélangeur choisit d'afficher sur les écrans. Le présentateur finit son discours et le script donne son top pour lancer le reportage. Au son, on coupe le micro du présentateur qui lui repasse derrière le bureau, et pendant que le sujet est diffusé, c'est là où il peut se passer plein de choses. Soit la maquilleuse remarque un défaut et peut aller le rectifier sur le présentateur ou la présentatrice, soit un invité arrive sur le plateau et dans ce cas, il faut lui sortir une chaise et des micros pour lui, sans oublier de retourner la caméra invitée, soit l'inverse, l'invité s'en va et il faut tout ranger derrière lui et recacher la caméra. Il y a un truc qui se passe tout le temps en revanche, c'est le présentateur qui discute directement à travers l'oreillette au script, ou à la régie, ou un peu tout le monde en fait, c'est là où on discute d'éventuels changements ou du temps restant. Ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais tout le monde est en communication permanente, que ce soit le poste OPV, la régie, les serveurs, le script ou le chef de régie, bref plus ou moins tout le monde peut communiquer avec tout le monde via une sorte de CB. Cette communication est essentielle puisque si jamais il faut faire des ajustements, c'est à travers cette CB que c'est possible. Ça peut arriver lors du journal qu'il y ait du retard dans les actualités.
Car quand l'heure de rendre l'antenne est venue, pas le choix, on est obligé de rebasculer sur le national, sinon la coupure se fera automatiquement. C'est déjà arrivé qu'une actualité soit retirée à cause d'un trop gros manque de temps, et je le rappelle, il faut rendre l'antenne au même moment que toutes les autres départementales, car le national doit reprendre ses programmes. Ce genre d'imprévu arrive souvent quand il y a un invité ou un duplex, car on ne sait pas ce qui peut se passer, et la personne peut prendre du temps à parler. À la fin du journal, le bed se refait entendre en fond, le présentateur conclut, en régie on affiche le plan général du plateau, le script rose balance les cartouches avec les crédits de fin, et la même personne qui est au mélangeur coupe l'antenne pour repasser sur le programme national. C'était pas de tout repos à expliquer, hein. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Je vais en gros de vous expliquer comment fonctionne le quotidien de la station, que ce soit le midi ou le soir. Et évidemment, il y a quand même des jours qui sortent de l'ordinaire, notamment les jours où il faut tourner l'émission Dimanche en politique. D'abord, c'est quoi cette émission? Dimanche en politique, c'est un programme local qu'il y a dans plus ou moins toutes les départementales. Le principe, c'est essentiellement des débats sur des sujets de société et évidemment politique, le tout avec des invités locaux. L'exemple d'invité local que vous pouvez tous connaître en parlant de la Côte d'Azur, c'est Christian Estrosi. Cette émission n'est pas tournée en direct, car pour trouver des disponibilités avec des politiques, c'est souvent très compliqué, surtout un dimanche. Donc l'émission est tournée en avance, souvent le vendredi. Cela dit, l'émission est faite dans les conditions du direct, et il n'y a aucun montage appliqué après, soit l'émission est à refaire s'il y a un souci, soit tout est bon, et c'est parfait. À la fin du tournage, elle est prête à être diffusée, expression abrégée PAD, qui est aussi le nom d'un dossier dans la base de données, et c'est donc là-dedans que finit l'émission quand elle est tournée. Autre particularité de l'émission, il y a toujours un réalisateur au mélangeur. Il fait la régie lui-même et donne des directions au niveau du cadrage, qui est beaucoup plus dynamique. Déjà, je l'ai dit au début de la vidéo, mais il y a un OPV sur le plateau qui fait des plans en mouvement, et l'opérateur les fait toujours quand le réalisateur lui demande. Sinon, il y a aussi l'opérateur au poste OPV qui fait beaucoup plus de variations dans les plans, des plans moyens, des plans plus larges, les possibilités sont multiples. L'émission a toujours une durée à respecter, bien entendu, environ 27 minutes. Et au passage, la présentation est assurée soit par Henri Migou, soit Nathalie Layani. Et dernière info sur cette émission, elle est tournée sur le même plateau que le journal, mais avec une charte graphique différente. La télévision, c'est des chaînes de télé, et les chaînes, c'est des chaînes. Des chaînes comme ça, avec des maillons. Vous l'avez compris. Le moindre maillon qui manque à l'appel et ce sera compliqué de se rattraper. À France 3, évidemment, le principe est le même et l'ambiance de travail là-bas est vraiment fantastique. Pour conclure cette longue vidéo qui, j'espère, vous a plu, je voudrais remercier quelques personnes adorables qui ont pu m'apprendre des trucs avec toute leur gentillesse. Merci à Didier, Lionel, Jill, Roman, Julien, Franck, Seb, Younes, Christophe, Victor, Caroline et les deux Séverine. Merci encore à eux et merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo. Un truc que je voulais vous dire avant que vous partiez, c'est que récemment, on a lancé Fan de Télé Le Direct, une émission que vous pouvez retrouver tous les premiers samedis du mois à 21h sur la chaîne Twitch A13-TV. C'est un dérivé de la série vidéo que vous regardez actuellement dans laquelle on parle d'actualité, voyez ça un petit peu comme le journal de la télévision. Les liens sont en description si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à aller voir notre site web si vous voulez être tenu au courant concernant l'émission. Si vous avez aimé et que vous voulez soutenir, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est simple, efficace et ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper nos prochains contenus. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine.